Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire, alors qui va se dérouler dans des conditions un petit peu spéciales parce que je suis au Conseil des prud'hommes de Nanterre avec ma robe d'avocat comme vous le voyez. J'attends une audience et l'organisation de ce jour a été un petit peu bousculée parce que les intervenants qui devaient présenter avec moi ce webinaire ont eux aussi eu des retards dans leur planning ou ont dû supplier certains de leurs collègues. Donc, je vais assurer la totalité de la présentation de ce webinaire, méconnaissant parfaitement bien les métiers de médecin conseil et d'ergothérapeute. Je pense pouvoir vous transmettre la substantifique moelle, comme on dit, des pratiques de ces métiers-là en matière d'handicap grave, en quoi le médecin conseil et l'ergothérapeute sont éminemment essentiels à la bonne évaluation du préjudice. Il est 14h01, je souhaite la bienvenue à nos participants. Je vous laisse arriver tranquillement. Il y a à peu près une soixantaine d'inscrits, donc si vous voulez bien, comme d'habitude, on démarre à 14h05, 14h07. Et en attendant, vous pouvez vous manifester dans le chat. N'hésitez pas à me dire si vous voulez bien, si vous m'entendez bien, si le son est bon, si l'image est bonne, puisque j'anime ce webinaire à partir de mon smartphone. Donc j'espère que la diffusion se déroule parfaitement bien tant au niveau de l'image que du son. Merci Dalila, bonjour à toutes et tous. Est-ce que simplement vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien? C'est très important. A priori, ma connexion est bonne. Je vois aussi que l'onglet les files, documents est prêt pour le téléchargement. Bonjour Marie-Laure. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à télécharger de nombreux documents dans l'onglet files ou documents si c'est en français pour vous. Merci Dalila, très bien. Si le son est bon, si on me voit bien, si on m'entend bien, c'est parfait. Écoutez, j'éteins juste la caméra, le son, 4 petites minutes, le temps que tout le monde arrive, et on démarre tout de suite à 14h05, 7 grand maximum. En attendant, n'hésitez pas à télécharger de la documentation extrêmement précise et vaste dans l'onglet les dossiers. Vous avez de la documentation type de préjudice par type de préjudice, parce que la matière du préjudice corporel est éminemment technique, c'est un champ lexical souvent très abstrait, abscon, inconnu des néophytes, même des avocats qui ne sont pas spécialisés en préjudice corporel. Donc je vous invite à télécharger cette documentation de telle sorte que ça vous donne des repères pour guider au mieux les salariés ou les agents que vous recevez confrontés à ce type de problématique ou s'il s'agit de victimes par ricochet quand il s'agit de leurs proches. Je vous dis à tout de suite.
Rebonjour à toutes et tous. Me revoilà. J'attendais un court instant que les participants arrivent. Vous êtes déjà 27. Si vous voulez bien, on démarre dans 2 petites minutes. Est-ce que vous avez toujours le son? Est-ce que vous avez toujours la vidéo? Si vous pouvez vous manifester dans le chat, me dire que vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Et on démarre dans 1 petite minute. Merci. Si quelqu'un a la gentillesse de se manifester. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On démarre dans 1 minute. Bonjour à toutes et tous. Donc vous êtes déjà 31. On va démarrer immédiatement. Très bien. Bon, alors comme je le disais, pour ceux qui viennent d'arriver dans la salle virtuelle, comme on dit, ce webinaire se déroule dans des conditions un petit peu particulières puisque je suis en direct du tribunal judiciaire de Nanterre pour une audience au prud'homme et que les intervenants qui devaient participer à ce webinaire ont eu des empêchements. Tout comme moi, j'ai dû supplier à une consoeur pour la remplacer à une audience. Donc voilà, les conditions sont un peu particulières, mais si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, je vous transmettrai, comme je vous l'ai dit au démarrage, le maximum d'informations pour mener pour mener parfaitement vos entretiens avec les salariés et agents qui sont confrontés à des procédures de réparation de préjudice corporel en cas de handicap grave. Alors, je ne suis qu'avocate, je ne suis pas médecin conseil, je ne suis pas ergothérapeute. Cependant, à force d'expérience, d'expertise, voilà, sur des centaines de dossiers, je connais bien ces professions et bien que je sois absolument navrée que le docteur Cohen et que Madame Asna Kasmi, qui est ergothérapeute, ne puissent participer à ce webinaire, je ferai en sorte de vous transmettre au mieux leur rôle et leur importance en matière d'expertise médicale amiable ou judiciaire quand on est face à un handicap simple ou particulièrement, comme c'est le sujet de ce jour, un handicap grave. Pour ceux qui viennent d'arriver, encore une fois, n'hésitez pas à télécharger de nombreuses fiches extrêmement intéressantes qui viennent de 2 sites de référence en matière de préjudice corporel. Un qui est un site d'avocats, d'associations d'avocats spécialisés en préjudice corporel, qui s'appelle l'ANADOC et qui offre des fiches extrêmement précises. Alors c'est vrai que c'est éminemment juridique, mais en même temps c'est assez compréhensible. Donc ça vous permettra, en fonction des préjudices que vont déployer les personnes que vous rencontrerez et qui vous parleront de leurs difficultés dans votre bureau, de pouvoir les orienter au mieux, en tout cas d'orienter le rendez-vous, l'échange de la manière la plus pertinente qui soit. Et vous avez un autre site qui est l'AREDOC, et lui qui est un site de documentation des assurances, c'est-à-dire ce qu'on appelle en langage courant les régleurs, ceux qui indemnisent les personnes qui subissent des graves dommages après des accidents soit très graves, soit en milieu hospitalier, soit des accidents de la route, soit des traumatisés crâniens. En général, c'est les 3 cas de figure qu'on rencontre. Alors, je répète, donc pour poser le sujet, en matière de handicap grave, vous avez 3 allez à 4 contextes. En tout cas, les contextes que vous, assistants sociaux, puisque c'est vous qui participez majoritairement à ces webinaires, vous êtes susceptibles de rencontrer. Vous avez d'abord les accidentés de la route. Vous avez les accidentés de la route, les accidents graves, et même les accidents qui sont, je dirais, moins graves, entre guillemets. À savoir que j'ai de nombreux clients qui ont subi des accidents de la route extrêmement graves dans dans la manière dont ça s'est déroulé. J'ai eu par exemple le cas d'une cliente qui est hôtesse de l'air chez Air France et qui partait prendre un vol de nuit et qui, sur l'autoroute vers Roissy, s'est fait rentrer dedans comme
comment dire, une boule de flipper dans un flipper qui s'est fait éjecter au milieu de l'autoroute. Sa voiture a tourné et la personne qui lui est rentrée dedans a fui purement et simplement parce que c'est une personne qui n'avait plus son permis. Donc là, on est dans un contexte de choc extrêmement grave. La voiture ressemblait à une compression de César, vous savez, comme la cérémonie des Césars. Bref, c'était catastrophique et cependant, bien heureusement pour elle, cette dame-là n'a pas subi de choc trop grave. Je parle sur le plan physique-physiologique. Elle n'a pas été tétraplégique ou elle n'a pas eu de traumatisme trop grave, mais elle a surtout subi ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Elle en est sortie quasiment indemne, mais extrêmement angoissée des conditions de cet accident qui était extrêmement choquant dans ses manifestations, mais moins important au niveau des préjudices. Eh bien, même là, et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention en introduction de ce webinaire, même dans des cas où le handicap en soi, il n'est pas visible, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à un handicap physique extrêmement grave. Le handicap grave, c'est pas simplement la tétraplégie, le polytraumatisme, les problématiques mandibulaires, les traumatismes crâniens très graves. Ce sont aussi les gens qui subissent un stress post-traumatique extrêmement grave alors qu'il n'y a pas de préjudice physique en tant que tel. Donc ça, je tiens à attirer votre attention sur ce point-là, extrêmement important, c'est que le préjudice psychique, psychologique doit absolument être mis en avant et valorisé. Souvent, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent je n'ai qu'un préjudice psychologique. Or, ce préjudice psychologique en tant que tel se doit d'être indemnisé. Donc, c'est ce que je voulais poser en introduction, particulièrement mettant en avant le contexte des accidentés de la route, qui, lui, est régi par une loi particulière qui est la loi Badinter de 85. Avant 1985, avant juillet 85, tout ce qui concerne les accidents de la route était dispersé dans de nombreux codes. Robert Badinter, qui était à l'époque ministre de la Justice, a harmonisé la jurisprudence et a mis en avant les responsabilités du conducteur, de la personne qui l'accompagne, de celui à qui appartient le véhicule mais qui ne le conduit pas. Bref, en tout cas, il a mis en avant les différents niveaux, je dirais, de responsabilité quand on est un auteur d'accident de la route et a aussi hiérarchisé, je dirais, le niveau des victimes. Vous avez par exemple des super victimes en termes d'accident de la route. Je m'excuse d'employer ce terme-là qui n'est pas très beau, mais qui est celui engagé dans la jurisprudence constante. Les super victimes en matière d'accident de la route, ce sont les victimes qui ont moins de 16 ans et les victimes au-delà de 70 ans. C'est-à-dire qu'ils sont irresponsables d'emblée, même si elles ont commis une faute qui participe à leur préjudice. Mais ça, j'y reviendrai. Donc, vous avez les accidents de la route qui sont extrêmement graves et vous avez les accidents médicaux qui, eux aussi, sont extrêmement graves, une faute chirurgicale, un aléa même thérapeutique, parce que c'est vrai que la faute chirurgicale, la faute en tant que telle d'un service, d'un hôpital public ou même d'une clinique privée, parfois difficile à mettre en œuvre, mais le préjudice, lui, est malheureusement incontestable. J'ai par exemple le cas d'une de mes clientes, c'est un dossier assez tragique, puisqu'il s'agit d'une famille d'aides-soignants qui travaille dans un hôpital parisien connu dont je ne citerai pas le nom, au sein duquel malheureusement sont arrivés des accidents au niveau des urgences assez graves et des morts parce que les soins n'avaient pas été octroyés assez rapidement. Donc cette dame-là vient faire une opération en ambulatoire, un nodule à la gorge, elle est enseignante. Et sa voix, elle porte un peu trop la voix puisque les enfants sont petits, donc elle veut faire attention à ses cordes vocales. Donc elle est censée donc faire une intervention. Elle rentre le matin en ambulatoire et elle sort le soir pour une opération au niveau des cordes vocales. Alors effectivement, ce n'est pas anodin, c'est une anesthésie à la fois locale et générale, mais cependant, ce n'est pas une chirurgie extrêmement importante, très grave. C'est pas une chirurgie à cœur ouvert, si on peut donner une sorte de parallèle qui ne tient pas, mais pour que vous ayez une idée, en tout cas, c'est une chirurgie assez simple. Et malheureusement, cette dame, au moment même où elle était intubée, pour recevoir le produit d'anesthésie, il y a eu un problème au niveau de la trachée et ils sont arrivés trop tard et cette dame est sortie tétraplégique, elle n'a même pas pu être opérée de son nodule comme vous pouvez imaginer. Elle s'est retrouvée dans un centre de réadaptation pendant 3 mois et elle est décédée après être tombée dans le coma. C'est un dossier tout à fait dramatique parce qu'elle élevait seule une jeune fille de 18 ans
qui en a maintenant 24. Et donc, sa mère est décédée extrêmement brutalement après une erreur de technique chirurgicale et anesthésique. Donc là, on est dans le cadre, vous voyez, par exemple, typiquement, on est dans un handicap. Alors, vous me direz, où est le handicap puisque la personne est décédée? Eh bien, malheureusement, dans ce type de dossier, je vous donne des exemples d'emblée, mais vous allez voir, c'est très important que vous l'ayez en tête, vous avez deux niveaux de victimes. C'est-à-dire que vous avez la personne qui est décédée, mais qui, avant d'être décédée, a été tétraplégique pendant 3 mois. Et à ce titre-là, son ayant droit, c'est-à-dire sa fille unique, doit être indemnisée. Et sa fille de 18 ans, qui s'est retrouvée orpheline du jour au lendemain, eh bien, elle est ce qu'on nomme, elle n'est pas une victime directe comme sa mère, mais elle est ce qu'on appelle une victime par ricochet. Et donc, aujourd'hui, dans la loi et dans ce que je vais vous déployer qui s'appelle la nomenclature d'Intillac, vous avez deux types de victimes. Vous avez les victimes directes et les victimes indirectes. Et pour chacune de ces victimes, vous avez des préjudices qui sont indemnisables et que je vais vous lister un petit peu plus tard. Donc, vous avez deux contentieux extrêmement importants et récurrents en matière de préjudice corporel qui sont, je le répète, les accidents de la route, les accidents médicaux, et vous avez aussi, et ça c'est un troisième point, qui sont parfois des accidents que j'appelle des accidents liés à une antériorité, qui sont des accidents liés à une aggravation. Alors, de quoi s'agit-il? Il peut s'agir de personnes qui aient une sorte d'handicap de naissance ou un léger handicap qu'ils aient eu jeunes. Par exemple, imaginons un enfant dont l'accouchement a mal été géré, je dirais peut-être par le gynécologue, et son pied a été un petit peu tordu. C'est un enfant qui aura une petite boiterie à vie. Mais si cette petite boiterie à vie fait qu'à ce moment, par exemple, à l'occasion d'un match de foot, quand il aura 15 ans ou 20 ans, eh bien, il est amené à cause de cette boiterie à se faire je ne sais pas, par exemple, imaginons des ligaments croisés, mais qui sont quasiment inopérables. Et j'ai eu le cas d'un jeune homme qui est dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il avait une antériorité, qu'il avait un petit handicap à la base, et à l'occasion d'un accident beaucoup plus grave, son handicap s'est aggravé, s'est renforcé, et vous avez, je dirais, un quatrième type de préjudice. Donc, je répète, les accidents de la route, les accidents médicaux, les accidents liés à un état d'aggravation qui vient d'un petit handicap et qui devient un grave handicap. Et vous avez aussi un contentieux qui est extrêmement important, qui sont les infections nosocomiales. Et ça vous transfigure une personne dans le plus mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'une personne qui subit une infection nosocomiale, elle a j'imagine que vous le savez, mais je me permets de le redire à ce niveau-là, elle a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, c'est-à-dire que pour éviter à l'infection de se propager et de mourir de cette infection nosocomiale, à l'occasion d'une chirurgie bénigne ou moins bénigne, mais en tout cas, souvent c'est contracté au moment de l'opération parce que peut-être le bloc opératoire n'a pas été parfaitement nettoyé, ou que le chirurgien ne s'est peut-être pas lavé les mains, ou que un ustensile n'était pas tout fait propre. Il y a plein, c'est multifactoriel, mais quoi qu'il en soit, l'infection nosocomiale, souvent la seule manière de protéger la vie d'un individu, c'est d'amputer. Et j'ai notamment un client qui a eu une chirurgie orthopédique après être tombé de son camion de routier. Et bon, une chirurgie orthopédique assez grave, mais qu'il n'allait pas mettre en cause sa vie, ça n'allait pas être un handicap grave. Il était censé aller, après son opération, dans un centre de réadaptation pour apprendre à marcher le plus aisément possible. Et bien, malheureusement, à l'occasion de cette opération-là, il a contracté une infection nosocomiale et il a été obligé de subir, dans un premier temps, une arthrodèse, c'est-à-dire un rétrécissement de la jambe pour éviter à l'infection de se propager. Et malheureusement, l'arthrodèse n'a pas été suffisante. Il a subi une amputation. Donc voilà, je répète, c'est extrêmement important pour que vous soyez bien vigilants sur ces 4 types, c'est les principaux, je dirais, contextes d'handicap grave que sont les accidents de la route, les accidents médicaux, que ce soit en clinique privée ou en hôpital public, peu importe le contexte. Privé ou public, c'est juste les juridictions qui changent. Quand vous mettez en cause la responsabilité d'un hôpital public, eh bien vous allez saisir le tribunal administratif, alors que si c'est une clinique privée, eh bien ce sera le tribunal judiciaire. Vous avez, comme je l'ai dit, tout le handicap grave qui est lié à une antériorité, c'est-à-dire un début
de faible handicap, qui à l'occasion d'un autre accident devient à ce niveau-là un handicap grave. Et enfin, vous avez les infections nosocomiales qui, elles, vous font basculer du tout au tout dans le handicap grave. Alors, Khaled, vous posez une question dans le chat. Y a-t-il un délai de prescription en termes d'accident de la route si on en est victime? Alors oui, il y a un délai. Ce délai, il est de 10 ans. Il est de 10 ans. Il faut saisir rapidement, sauf que quand on est enfant, alors quand on est enfant, ça peut durer jusqu'aux 28 ans de la personne. Mais là aussi, je vous enverrai sur le site internet du cabinet, sur la page Lire, voir et entendre, toutes les questions liées à la prescription, parce que ça dépend vraiment des contextes et ça dépend aussi si, par exemple, je vais vous donner un exemple, Khaled, et à vous tous qui participez à ce webinaire. Vous avez le cas, pour être tout à fait précis, de personnes. Alors aujourd'hui, en matière d'accident de la route, tout le monde est obligé d'avoir une assurance. Si vous n'avez pas d'assurance, par exemple, eh bien, vous êtes un hors-la-loi. J'ai eu le cas d'un monsieur, et c'est un cas absolument dramatique, qui conduisait sans permis de conduire, qui avait perdu ses points, père de 4 enfants. Il a eu très grave accident, tétraplégique, il n'a droit à absolument rien, pas 1 euro. Sa femme a dû multiplier les travaux, elle avait un mari à domicile, elle n'a obtenu aucun dédommagement et son mari a été pris en charge par la CPM, mais vraiment à minima. Mais en termes d'indemnisation de réparation de préjudice corporel, elle n'a rien pu obtenir parce qu'en matière d'accident de la route, si vous n'êtes pas assuré, vous n'êtes pas protégé, que vous soyez auteur ou victime. Et c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes auteur d'un accident de la route et que vous n'avez pas d'assurance, eh bien, effectivement, quand vous avez une assurance, c'est les deux assurances qui vont se mettre en lien l'une avec l'autre et qui vont décider de qui paye la réparation du préjudice. Et là, c'est aussi intéressant, je rebondis sur votre question, Khaled, c'est que, par exemple, si quelqu'un, de toute façon, par exemple, quand il y a un grave accident de la route, vous êtes obligé de faire un constat, mais pour autant, vous pouvez ne pas avoir la force, l'énergie d'engager une procédure en réparation du préjudice corporel, puisque typiquement, ce type de procédure, eh bien, demande souvent à prendre un avocat, à constituer des pièces, à prendre un médecin conseil, etc. Et tout ça, ce sont souvent des démarches extrêmement lourdes dont bénéficient, et loin de moi l'idée de jeter l'opprobre sur les assurances, mais dont bénéficient de fait les assurances, puisque souvent, pas une grande majorité des cas, mais dans de nombreux dossiers, les gens renoncent à se défendre tant ils ont, pour parler prosaïquement, le nez dans le guidon, le nez dans leur souffrance. Et souvent, les victimes directes sont précisément parce qu'ils subissent un accident, un handicap grave, sont dans l'impossibilité de saisir eux-mêmes la justice. Donc, il faut que ce soit leurs proches qui saisissent la justice ou qui saisissent les assurances pour une procédure amiable. Et si ces proches-là qui aident la victime au quotidien ne trouvent pas l'énergie par la force d'engager ces procédures ou ne sont pas conseillés, ne savent pas. Et précisément, c'est votre rôle à vous, assistants sociaux, de dire, notamment aux victimes par ricochet, aux proches de la personne, de dire, mais attention, vous avez droit à des indemnisations extrêmement importantes. Il faut s'engager dans ces processus-là, même si c'est parfois difficile à porter. Et c'est là que j'y viendrai pour vraiment vous éclairer sur le rôle de l'avocat, du médecin conseil et de l'ergothérapeute en matière d'handicap grave. Tout ça pour vous dire que pour rebondir sur la question de Khaled, il y a un délai de prescription, mais ce délai de prescription peut courir dans le temps. Alors je vais vous expliquer ça. J'ai une dame malheureusement qui a eu un accident de la route très grave quand elle était petite. Elle a été quasiment balafrée au niveau du visage. Elle a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Et en plus de ça, elle a subi un préjudice scolaire très important puisqu'elle a été déscolarisée, elle s'est attiré les moqueries de ses camarades, elle a eu un syndrome de stress post-traumatique extrêmement important. Donc voilà, tout ça, c'était des préjudices les uns derrière les autres. Sauf que l'assurance a bien été mandatée, mais l'expertise n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire que l'indemnisation en tant que telle n'a pas eu lieu. Je précise ce que je dis, c'est-à-dire que l'assurance a dit oui, Madame Untel, vous avez subi, etc. Est-ce que vous souhaitez faire une expertise? Et l'expertise n'a jamais eu lieu et l'indemnisation non plus. Ce qui fait que
encore une fois, pour rebondir sur votre question, Khaled, c'est que le délai de prescription aujourd'hui, cette dame est venue me voir, elle a 38 ans, donc elle a de loin dépassé l'âge de ses 4 ans, mais malheureusement, sa vie a été, comment dire, innervée par cet accident initial qui malheureusement l'a empêché de se propulser dans l'existence, que ce soit sur le plan professionnel et personnel, de la manière la plus confiante qui soit. Et donc, elle a eu de nombreux préjudices, et je viendrai sur tous les postes de préjudice de nomenclature d'un TIAC. Eh bien, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, elle est venue me voir, elle a 38 ans, eh bien, on a saisi l'assurance qui n'avait jamais été saisie. Mais elle avait été mise dans la boucle. Et donc, elle avait envoyé, de temps en temps, les parents avaient envoyé des lettres à l'assurance sans que l'expertise ait lieu. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même si l'expertise n'a pas lieu, s'il y a des échanges avec l'assurance, ça fait courir le délai de prescription. Voilà. En tout cas, sur les délais de prescription, vous aurez tout ça sur notre site internet parce que c'est éminemment complexe. Mais sachez que aussi, il y a un délai de prescription qui est extrêmement important, qui est le suivant, à savoir que quand vous avez un accident initial, et souvent, malheureusement, tout ce qui concerne le handicap est amené à s'aggraver dans le temps. C'est jamais ce qu'on souhaite pour ses proches, c'est jamais ce qu'on souhaite pour même pour ses clients. Mais force est de constater que malheureusement, qui dit handicap grave dit aggravation dans le temps. Eh bien, sachez que une personne peut obtenir des indemnisations très conséquentes au titre de tous les préjudices liés à son handicap lors d'une première expertise, et elle peut ressaisir soit la justice, soit l'assurance dans des modalités amiables dans un contexte d'aggravation et obtenir quasiment parfois la même chose, et là j'y viendrai aussi, sur les montants des indemnisations qui sont extrêmement importantes en matière de handicap grave. C'est pour ça que vraiment, vous, assistants sociaux, il faut, ou RH, ou médecins du travail qui participent à ce webinaire, il faut absolument que vous poussiez, que vous engagiez, même je dirais à la limite que vous preniez par la main les salariés et les agents qui viennent vous voir pour entamer ce type de procédure, parce qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer. Et ce que je vous dis là n'est pas du tout une posture d'avocat qui veut cumuler les dossiers et voilà et aller simplement rapporter le plus d'argent à ses clients. C'est que précisément, si l'argent ne vous rend pas votre mobilité physique, ne vous rend pas votre vie d'avant, ne vous rend pas votre profession, il permet quand même de pallier à énormément de choses. C'est pour ça que je vais insister dans ce webinaire, parce il est déjà 14h28, sur certains postes de préjudice sur lesquels on peut obtenir une réparation très très importante. Alors, je lis ce que vous écrivez. Laurent, les accidents de travail graves, exemple dans le maritime, je précise que l'on entre dans une logique d'accident de la route. Oui, Laurent, on entre dans une logique d'accident de la route, situation de naufrage avec 3 décès, famille victime indirecte, effectivement, Laurent, sauf que, je le répète, tout ce qui concerne les accidents de la route, c'est une législation particulière. Et quand il se passe un naufrage, alors vous avez à la fois le droit civil, ça concerne le droit civil. S'il y a une mise en danger de la vie d'autrui, c'est aussi du droit pénal et c'est effectivement aussi du droit maritime. Tout ça pour vous dire, et je reviens à ce que je vous dis, mais j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que cette matière du préjudice corporel, elle est éminemment complexe parce qu'elle intervient à l'intersection de plusieurs matières du droit. Elle intervient à la fois à l'intersection du droit pénal. Lorsque vous avez une faute, par exemple la faute d'un chirurgien, vous pouvez mettre en cause la faute d'un service, d'un chirurgien, d'un hôpital, d'un automobiliste, par exemple quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool ou même de cannabis, etc., qui va produire un accident. Eh bien, vous pouvez aller au correctionnel. Mais c'est aussi donc la loi Badinter de 45, qui est une loi qui fait partie du code civil. Si vous saisissez par exemple un établissement public, eh bien ça va être le droit administratif. Si vous saisissez un établissement privé, ce sera le droit le droit civil, le tribunal judiciaire comme on dit aujourd'hui. Et par exemple, si vous sollicitez à la fois, j'ai eu le cas par exemple d'un jeune homme qui a été opéré dans une clinique du sport, que je ne nommerai pas, et on a mis en cause non seulement le chirurgien lui-même, qui certainement a fait un défaut de chirurgie, et aussi n'a peut-être pas fait attention à toutes les règles sanitaires lorsqu'il l'a opéré, puisque ce jeune homme a contracté une infection nosocomiale. Donc on a mis en cause la responsabilité du chirurgien,
on a mis en cause la responsabilité du service, on a mis en cause la responsabilité de la clinique, mais aussi du groupe, puisque cette clinique appartient à un groupe médical et pharmaceutique extrêmement connu. Et là, on fait intervenir le droit des assurances. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut absolument, en la matière, avoir un avocat qui est spécialisé en préjudice corporel. Attention, je ne vous dis pas ça pour dire moi je suis une star du préjudice corporel, loin s'en faut. Mais je dis que dans cette matière-là, plus que dans toute autre, un avocat ne peut pas s'improviser. Il faut que cet avocat soit un spécialiste de cette matière. C'est vraiment un incontournable parce que vous pouvez faire des erreurs de procédure, saisir la mauvaise juridiction, faire des erreurs de fond, faire des erreurs de forme qui vont être extrêmement préjudiciables aux clients qu'on accompagne. Alors, je lis vos questions dans le chat et je vais toujours et je vais rebondir sur ce que j'ai avancé. Donc, Laurent, vous me disiez, accident, situation de naufrage avec 3 décès, famille victime indirecte. Oui, Laurent, évidemment. Pour peut-être étayer, tirer la pelote de laine de votre intervention sur le chat, Laurent, je dirais que les victimes indirectes, elles sont nombreuses. Ça peut être non seulement, bien évidemment, le mari, l'épouse, les enfants, mais ce sont aussi les grands-parents, les frères, les sœurs, les collatéraux, même le concubin ou la personne avec qui on n'est pas pacsé et qui partage une communauté de vie, comme on dit. Donc, les victimes indirectes, elles sont extrêmement nombreuses. Et il faut savoir que avant souvent le décès, comme dans le cas de figure dont je vous ai parlé, de cette dame qui a subi une erreur d'anesthésie, qui a été tétraplégique pendant 3 mois et qui après est décédée, eh bien, il faut savoir que quand vous êtes hospitalisé, vous devez absolument nommer ce qu'on appelle un tiers de confiance. Et le tiers de confiance, c'est pas forcément si vous êtes marié, votre époux, votre épouse, ou si vous n'avez pas d'époux, d'épouse, mais que des enfants, l'un de vos enfants. Ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, qui est le plus proche de vous. Et ça aussi, c'est un point sur lequel j'attire vraiment votre attention à vous, assistants sociaux, c'est que quand les gens viennent vous voir vraiment dans le trouble, dans la difficulté, dans les larmes, dans la douleur, etc., souvent la première démarche à faire n'est pas forcément d'aller voir, alors bien sûr, il faut aller voir un avocat dès que possible, mais en tout cas, ce que l'hôpital ou la clinique demandera quand la personne qui a subi un accident extrêmement grave va être hospitalisée ou va subir une opération extrêmement importante, c'est de nommer un tiers de confiance. Et là, souvent, vous avez beaucoup d'histoires dans les familles, à savoir qui sera le tiers de confiance qui sera nommé. Alors ça, c'est extrêmement important. Il faut choisir vraiment la bonne personne parce que il faut savoir qu'en matière de handicap grave, la personne ne peut pas donner son consentement à l'opération. Et la seule personne qu'on va informer des tenants et aboutissants de l'opération, par exemple dire voilà, comme malheureusement cette dame qui a eu une erreur d'anesthésie, elle a été reçue avant l'opération par le chirurgien qui allait l'opérer ORL et par le chirurgien anesthésiste, lui dire écoutez madame, il peut y avoir une erreur 1 sur 2000, il faut que vous me signiez une décharge. Et ça, malheureusement, cette décharge-là, la personne qui vient de subir un handicap grave, que ce soit à l'occasion d'un accident, tout ce que je viens de lister en amont de ce webinaire, eh bien, elle ne pourra pas signer ce document-là. Seul le tiers de confiance pourra le faire. Donc, c'était extrêmement important que le tiers de confiance qui soit nommé soit vraiment quelqu'un qui représente la personne qui est blessée, porteur du handicap, il soit à même d'obtenir le maximum d'informations puisque quelle que soit la structure privée ou publique, la PHP ou une clinique privée, et quel que soit le type de médecin, médecin généraliste, un grand spécialiste, etc., ce médecin est obligé avant une intervention de transmettre à la personne de confiance toutes les informations, tous les risques encourus au moment de l'intervention. Donc ça, voilà, je voulais vous faire un focus sur le tiers de confiance, c'est extrêmement important. En tout cas, voilà, sachez Laurent que les victimes indirectes dans cette situation de naufrage avec 3 décès peuvent être particulièrement larges et ne pas forcément concerner les victimes indirectes qu'on pourrait imaginer proches, que sont les enfants ou les époux et épouses, si par exemple ces personnes-là qui sont décédées de ce naufrage avaient des tiers plus proches que les collatéraux directs ou l'époux, l'épouse. Khaled, avec plaisir, venez me voir pour votre problématique. Alors, Fatia, vous me dites, j'ai une famille qui a été détruite car leur ado, en plus d'être handicapé, complètement éteint, depuis qu'il a été percuté par une ambulance. Puis-je vous recommander cette famille? Avec grand plaisir. N'hésitez pas, la présence d'un avocat est extrêmement importante. Je rebondis sur votre question, Fatia. C'est que, voyez, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que le plaisir que j'ai à animer ces webinaires, c'est
Alors, c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est particulièrement parce que ces webinaires ou les petits déjeuners juridiques, quand ils pouvaient encore se tenir, mais peut-être que ça reviendra, puisque les restaurants réouvrent, peut-être que quand tout ça sera derrière nous, qu'une grande majorité de la population sera vaccinée, on pourra reprendre les petits déjeuners juridiques en présentiel au cabinet. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je ne prêche pas forcément pour ma chapelle d'avocat. C'est-à-dire que dès que je peux faire en sorte orienter les gens vers des solutions qui sont extra-juridiques ou judiciaires, je le fais systématiquement. Cependant, la matière du préjudice corporel et particulièrement en matière de handicap grave, il faut absolument prendre un avocat. Souvent, les gens sont rebutés par le fait d'aller voir un avocat parce qu'ils se disent ça va me coûter cher. Il faut savoir que, bon, je vous explique moi ma pratique, mais c'est aussi la pratique de beaucoup de personnes de beaucoup d'avocats qui pratiquent le préjudice corporel, c'est qu'on attend que les personnes soient indemnisées pour se faire payer. En général, les avocats, face à des familles qui sont dans la difficulté, renoncent à se faire payer, ou par exemple nos cabinets, on demande une faible provision, simplement pour que les gens soient engagés sur le point déontologique. Ça, c'est incontournable en matière de convention d'honoraires. Mais on demande une très faible provision, 50 euros, 100 euros, quand les gens peuvent 600 euros. En tout cas, voilà, on demande un très faible montant et on se rémunère principalement lorsque les personnes obtiendront l'indemnisation, je dirais, à titre définitif. Et en général, les avocats qui pratiquent le préjudice corporel demandent ce qu'on appelle un honoraire de résultat, qui est souvent de 10% hors taxe sur toutes les sommes qui seront récupérées. C'est parfois plus, c'est parfois moins. En tout cas, nous, au cabinet, c'est ce qu'on pratique. Et je dirais que ce sont des procédures où les gens sont absolument gagnants puisqu'ils n'ont rien à débourser. Et même le travail de procédure qu'aura fait l'avocat, en dehors de l'honoraire de résultat, peut être demandé au titre de l'indemnisation. Ça fait partie des postes de préjudice. Pour rebondir sur votre question, Fatia, en tout cas l'étendre, je dirais, en dehors de l'avocat qui est spécialisé en préjudice corporel, il faut avoir un médecin conseil. Ça veut dire il faut avoir un médecin. C'est pour ça que je me fais la porte-parole du docteur Cohen qui devait intervenir aujourd'hui. Il faut avoir un médecin qui est spécialisé en préjudice corporel, ou si c'est un spécialiste, un ORL, un anesthésiste, quelqu'un spécialisé dans les infections, un gastro-entérologue, un gynécologue, mais en tout cas un spécialiste de la matière, de telle sorte, et ça je vous invite à le noter, que le contradictoire soit respecté. Qu'est-ce que c'est le contradictoire? Eh bien là je vous explique un petit peu comment se passe une expertise. Une expertise en fait, ça se passe un petit peu comme un procès, comme une procédure correctionnelle lambda, vous pourriez imaginer, ou voir même dans les séries télévisées, à savoir que vous avez un expert qui est nommé par l'assurance, vous avez un médecin qui est nommé par l'assurance, et en face, il faut que la personne vienne accompagnée absolument par son avocat et par le médecin conseil, qu'elle devra rémunérer, et là aussi, dont la facture sera remboursée en général à la fin de la procédure de réparation du préjudice corporel. Eh bien, tout ça, c'est très important pour que le contradictoire soit respecté. Et le problème dans ces procédures-là, c'est que souvent, vous avez beaucoup d'assurances qui laissent penser, qui font croire à leur assuré qu'elles ne sont pas obligées de prendre un avocat ou un médecin conseil. Or, moi, je connais trop de clients qui sont allés seuls à des expertises, sans être accompagnés par un avocat ou par un médecin conseil. Et donc, le contradictoire, elles se sont défendues en fait toutes seules sur la base des pièces qu'elles avaient. Et donc, le contradictoire n'était pas respecté. Et de fait, leur indemnisation a été minorée souvent par moitié ou parfois à 70%. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Donc ça, j'attire aussi votre attention sur le fait que vraiment, c'est très important que l'expertise, que ce soit une expertise judiciaire dans un tribunal civil ou administratif, soit respectée. Ne quittez pas, je dois aller en audience. Oui. Que je passe, hein? Maintenant? C'est maintenant. D'accord. OK. Bon, bah alors, j'arrive tout de suite. Alors, je m'excuse infiniment parce que je vais devoir interrompre ce webinaire. Je m'excuse, vraiment, je vous prie de m'excuser parce que je dois passer en audience tout de suite. Donc, ce que je vous propose, c'est à vous, tous les participants, je vais vous faire une note récapitulative de stratégie sur ce que j'ai eu le temps de vous dire et sur ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire. Je suis vraiment navrée de ces conditions tout à fait particulières, mais on refera un webinaire sur ce thème-là avec tous les intervenants et au sein duquel on prendra le temps de déployer tous les arguments. Pardonnez-moi, si vous avez des